Voici donc le programme GAMS, qui est une correction de l'exercice sur le deuxième modèle d'équilibre général calculable que je vous ai demandé de faire, qui est donc un modèle avec une réplique du premier, mais avec une introduction de 3 biens dans le modèle. Donc on commence toujours par des commentaires, et puis la grande modification du modèle, c'est que maintenant il y a un ensemble, puisqu'il y a 3 secteurs: agriculture, industrie, services. Donc c'est l'ensemble I. Et puis je définis en fait une deuxième notation pour cet ensemble I, c'est J par l'instruction alias. Ça me permet d'utiliser I ou J alternativement. On peut créer d'autres alias, 3, 4, 5, etc. J'ai des paramètres à définir, à déclarer d'abord, donc les 2 variables exogènes, l'offre de travail et l'offre de capital, et puis les paramètres du modèle. Donc quand ça se termine par 0, c'est que c'est une valeur initiale d'une variable du modèle. Donc vous voyez qu'il y a des nouvelles variables, notamment on a IC, la consommation intermédiaire totale dans un secteur, CIJ, la consommation intermédiaire d'un bien dans un secteur, etc. etc. Et puis il y a des paramètres techniques qui sont les coefficients, notamment des Léontief ou des Cobb-Douglas, et puis la productivité totale des facteurs. Alors, je rentre la donnée sous la forme d'une matrice de comptabilité sociale. C'est une forme réduite de la matrice de comptabilité sociale qui vous a été présentée dans la feuille Excel et précédemment. Donc, en fait, la grande différence, c'est que j'ai contracté les activités et la production en 3 colonnes, donc au lieu d'en avoir 6, donc j'en ai que 3, agriculture, industrie, services, et donc je contracte tout ça, et donc je pense que vous comprenez très facilement cette matrice de comptabilité sociale contractée. Ça nous permet d'avoir une écriture un petit peu plus réduite. Sinon, en fait, vous pouvez effectivement avoir une matrice de comptabilité sociale qui est représentative de celle qu'on vous a montrée dans la feuille Excel. Alors, je rentre depuis cette matrice de comptabilité sociale 2 choses ici. Je rentre uniquement les demandes de travail et les demandes de capital. Ça se trouve donc dans la table MCS. À la ligne LD, eh bien, j'ai les 3 demandes de travail dans chaque secteur, et puis dans la ligne KD, j'ai les 3 demandes de capital dans chaque secteur. Et puis, je rentre aussi les consommations intermédiaires, avec là aussi MCS IJ, donc à l'intersection de la colonne I, de la ligne I et de la colonne J, j'aurai la consommation intermédiaire de biens I par le secteur J. Et puis je fais une normalisation des prix sur tous les biens que j'ai. En fait, j'ai toujours 3 outputs au lieu d'un précédemment, donc de prix P. Donc ici, ce sera P0 qui va être égal à 1, mais ce P0 est défini sur I. J'ai le prix du capital, le prix du travail, et puis j'ai 2 biens composites, la valeur ajoutée, qui est un composite de capital et de travail, et la consommation intermédiaire totale, qui est un composite des 3 consommations intermédiaires dans chaque secteur, puisque on a la consommation intermédiaire de chaque bien dans chaque secteur, donc on a une consommation intermédiaire totale dans chaque secteur. Alors le calibrage, il va être un petit peu plus long, mais en fait il n'est pas très compliqué. Donc en fait il faut toujours d'un côté regarder ce qu'on a rentré. On a rentré en fait les données de demande de facteurs primaires et les demandes et les consommations intermédiaires, et puis on a normalisé les prix. Donc si vous regardez le modèle, eh bien, vous voyez qu'on peut calibrer l'offre de travail et l'offre de capital. En fait, c'est la somme de toutes les demandes de travail et de toutes les demandes de capital. Et puis, derrière, on peut calibrer la valeur ajoutée totale. Tout simplement parce qu'on a W0, LD0, R0, KD0, PVA0. Et donc, vous voyez que là, je retrouve une équation du modèle, mais écrite d'une manière différente. Je peux calibrer ensuite alpha, tout simplement parce que j'ai tous les éléments pour le faire.
puis je peux calibrer A, puis le revenu initial, puis la consommation intermédiaire totale dans le secteur J, puis la production totale dans le secteur I, puis la consommation finale de bien I, puis les paramètres techniques psi VA, psi IC, psi IGC et gamma I, U0 et Léon 0. Donc vous voyez qu'en fait le calibrage, il faut effectivement rentrer un certain nombre de données, un nombre minimum de données, et puis derrière il faut regarder le modèle, donc avec les données qu'on a rentrées et les prix qu'on a normalisés, il faut essayer de comprendre ce qu'on peut progressivement calibrer pour faire apparaître progressivement toutes les équations du modèle. Ensuite, je déclare les variables. Voilà la déclaration des variables. Et puis, j'initialise les variables. C'est-à-dire, je dis que chaque variable, sa valeur initiale et le paramètre qui consiste en le même nom que la variable suivi de 0. Toutes ces variables, je vous les ai expliquées dans la vidéo. On a maintenant une valeur ajoutée par secteur, un prix composite de la valeur ajoutée, une consommation intermédiaire totale, un prix composite de la consommation intermédiaire, la consommation intermédiaire d'un bien dans un secteur. Ça, c'est les nouvelles variables. Et puis, on a aussi l'utilité du consommateur représentatif. Donc, j'ai besoin d'autant d'équations que j'ai de variables. Donc, je vais retrouver... en fait, tous les noms des variables ici, précédés de EQ underscore, et voilà mon modèle. Donc j'ai un bloc production avec tout d'abord une Léontief définie dans chaque secteur. Donc si je veux augmenter effectivement la production dans un secteur Y, je suis obligé d'augmenter proportionnellement en volume la valeur ajoutée en volume et la consommation intermédiaire en volume d'un montant qui est proportionnel à l'augmentation de la production. Et puis j'ai un prix en fait à la production qui est défini par cette équation qui est tout simplement une moyenne du prix de la valeur ajoutée et du prix de la consommation intermédiaire totale. On verra plus tard que le prix composite de la valeur ajoutée, c'est en fait une moyenne du prix du travail et du prix du capital, et le prix composite de la consommation intermédiaire totale, c'est une moyenne des prix des consommations intermédiaires de chaque bien dans chaque secteur. Ensuite, j'ai ma Cobb-Douglas deuxième niveau qui consiste en 3 équations aussi. Donc là, c'est un petit peu plus classique. La valeur ajoutée, c'est une Cobb-Douglas de capital et de travail. Et puis, vous avez la demande de capital, la demande de travail. Si vous sommez ces deux équations, vous allez avoir alpha plus 1 moins alpha à gauche qui va s'annuler, et donc, qui va être égal à 1, et donc on a PVAVA qui est égal à RKD plus WLD, donc on a bien le prix composite de la valeur ajoutée qui est une moyenne pondérée de la rémunération du capital et de la rémunération du travail. Ensuite, la Léontief deuxième niveau, ça pose pas de problème. On a toujours une relation Léontief entre consommation intermédiaire totale et consommation intermédiaire d'un bien par un secteur, et puis on a la détermination du prix composite de la consommation intermédiaire totale. La formation du revenu n'a pas changé par rapport au programme précédent. Le bloc demande est un peu différent puisqu'on a 3 biens, donc on a un niveau d'utilité U qui est en fait une Cobb-Douglas des consommations par le consommateur représentatif de chaque bien, C de I. Et donc, si on maximise cette utilité sous contrainte budgétaire, on aura une fonction de demande de bien I par le consommateur, le ménage représentatif, qui obéira à cette équation. C'est-à-dire que la part en valeur de la consommation de bien I dans le revenu du consommateur est une constante gamma de I. Et puis on a les équilibres de marché, équilibre du marché du travail sur lequel j'ai mis Léon, équilibre du marché du capital, et puis équilibre du marché des biens. Alors du côté de l'offre, on a la production dans chaque secteur, et puis du côté de la demande, on a la consommation finale des ménages et la consommation intermédiaire du bien en question par chaque secteur. Donc je somme sur J les CIJ, IJ
hein, c'est-à-dire c'est bien la consommation intermédiaire du bien I, c'est l'équilibre du marché du bien I, c'est la demande par chaque secteur J. Je fixe le numéraire qui est le prix du bien agricole, et puis je demande une première résolution sans choc pour vérifier que l'infaisabilité initiale est nulle. Je stocke un certain nombre de paramètres pour garder la mémoire de ces paramètres. En fait, là, je vais implémenter ici, vous voyez, juste le choc de l'augmentation de l'offre de capital. Si je neutralise cette ligne et que j'active celle-ci, eh bien j'aurai la simulation du choc de l'augmentation de l'offre de travail. Et puis là, j'ai même mis un autre choc possible qui est une augmentation de la productivité globale des facteurs, donc en fait du progrès technique. Je demande un deuxième solve et puis je demande de calculer un certain nombre de paramètres, des taux de croissance, et puis un indice des prix à la consommation, qui est un indice de Fisher. Hein. Ici, vous avez un indice de Fisher. C'est une moyenne géométrique d'un Pasch et d'un Lasper. Je demande un display de tous ces paramètres. Ça me finit mon programme. Alors, si je fais un run de ce programme, je vérifie dans le process window que le premier solve commence par une infaisabilité initiale qui est nulle, 10 puissance moins 13, c'est très proche de 0. Il cherche quand même à améliorer un peu la valeur des variables. Bon. Et donc on a une solution faisable à un système carré. Et donc maintenant, si je mets un choc, qui est l'augmentation du stock de capital de 10%, eh bien j'ai une infaisabilité initiale qui est différente de 0, elle est de 600, et en 12 itérations, il me trouve une solution faisable à un système carré. Donc je peux regarder la solution. Ici vous avez la solution. Et donc, si on regarde les statistiques du modèle, on s'aperçoit qu'on a maintenant 40 équations indépendantes et 40 variables libres. Et puis, si je regarde les résultats, eh bien, je m'aperçois que l'augmentation du stock de capital entraîne une diminution du taux de la rémunération du capital. Par contre, une augmentation de la rémunération du travail, hein, c'est ce que j'expliquais à la leçon précédente. S'il y a davantage de capital et que le nombre de travailleurs n'a pas bougé, chaque travailleur a à sa disposition davantage d'ordinateurs, de machines, etc. Et donc, chaque travailleur est plus productif et donc sa rémunération augmente. Hein, donc, l'investissement direct étranger profite effectivement aux travailleurs. Et puis, j'ai un taux de croissance de la production dans chaque secteur, hein, qui dépend en fait de leur intensité capitalistique. Hein. Le secteur qui profite le plus, c'est le secteur industriel. Et puis, j'ai un peu de taux de croissance des prix. Alors, j'ai le prix de l'agriculture qui bouge pas parce que c'est le numéraire. Et j'ai un peu d'inflation dans les services. Et puis le taux de croissance du revenu national qui est d'un peu plus, qui augmente, qui est d'un peu plus de 3%. Voilà, donc voilà la façon de faire fonctionner le modèle. Si je regarde les équations, le premier solve, hein, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a aucune infaisabilité, hein, toutes les infaisabilités sont nulles. Ici j'ai une infaisabilité, hein, mais elle est de 10 puissance moins 13, donc ça va. Ça veut dire que il n'y a pas d'infaisabilité. Elle est vraiment très très proche de 0. Là aussi il y en a, mais c'est effectivement très proche de 0. Donc initialement mon modèle est bien calibré. Et puis le deuxième solve, eh bien je regarde en fait les infaisabilités. Je vois que il n'y a pas d'infaisabilité. Ici il y a une faisabilité qui est très proche de 0. Donc il n'y a toujours pas d'infaisabilité, très proche de 0. Et puis, voilà, une infaisabilité qui est ici, c'est l'équation de formation du revenu, c'est normal, puisque l'équation de revenu, c'est INC égale WLS plus RKS. KS a bougé, hein, donc il y a une infaisabilité ici. Et puis, voilà, donc il y a aussi une infaisabilité sur l'équation d'équilibre du marché du capital. Voilà, je vous ai présenté donc la résolution de ce deuxième modèle en équilibre général calculable.